makasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e mawa e abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Une actualité abondante. On l'a raté hier, on récupère l'émission donc aujourd'hui, vendredi. Caprice technique. Oui, une actualité abondante pendant la semaine. Et ça nous permet aussi de récupérer la toute dernière actualité, et fort heureusement. Je suis à ta disposition. Voilà. Alors, on commence par les élections des gouverneurs au Bas-Congo et à la province orientale. La majorité a choisi ceux qui n'ont pas été officiellement désignés comme ticket de la majorité. C'est dangereux ça. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Deonkusu, qui a été désigné pour le Bas-Congo, a été battu par Jacques Mbadou, un autre membre de la majorité, mais qui s'est présenté comme indépendant. Et à la province orientale, Darwezi a été même écarté au premier tour, et c'est l'indépendant Bamanissa, proche de la majorité, qui a été désigné. Ben, fini l'époque des mots d'ordre. Oui, mais parce que nous parlons de démocratie, je crois que ces élections commencent à nous donner un nouveau ton. C'est que les électeurs, qu'ils soient des parlementaires ou des électeurs comme vous et moi, les gens commencent à comprendre que nous devons voter ceux qui peuvent faire quelque chose pour nous et non pas simplement suivre ceux qui sont d'office désignés par les appareils politiques. Alors ici, il y a peut-être 3 leçons à tirer. La première leçon, c'est que la démocratie commence à prendre son rythme normal. C'est-à-dire que les gens ne réagissent plus en fonction des injonctions qui sont données à la tête. Mais les gens, même membres des assemblées, commencent à réfléchir en termes de rentabilité réelle, d'efficacité, de notoriété. Donc c'est très important pour nous. Deuxième leçon à tirer, c'est que les responsables des partis politiques doivent savoir que le peuple ou même leurs propres adhérents sont de temps à autre fatigués parce qu'il y a des mécontentements, il y a des tromperies, il y a des mensonges. Et les gens de temps en temps, quand ils sont libres de pouvoir s'exprimer, ils prennent notre voix pour manifester leur mécontentement. Et enfin, les responsables qui sont chargés de choisir les candidats, qu'ils les fassent en se disant que ce candidat apporte plus de chances pour notre organisation de pouvoir gagner ces élections. Or, malheureusement, il y a un peu trop de clientélisme dans beaucoup de nos partis politiques. Ceux qui sont les responsables, ils préfèrent lancer leurs pipilles, leurs amis, leurs copains pour pouvoir facilement les domestiquer. Alors nous pensons que ce qui vient d'arriver, et ma crainte est beaucoup plus grande pour les élections à venir. Il y aura des surprises énormes si les responsables des partis politiques ne font pas un effort d'analyse et de réorientation de leur stratégie politique. Pierre Mbemba, là, c'est une forme de prise en charge de la base. Mais c'est tout à fait normal, parce que je t'expliquais hier, c'était en aparté. Vous savez que le problème en politique, on n'enseigne pas beaucoup dans nos universités, il y a 3 phases. Il y a la prise de la politique. On prend le pouvoir. Maintenant, on doit faire l'assise, on doit asseoir ce pouvoir. Mais la 3e phase, qui est la plus délicate, c'est que si on n'a pas la conscience de dire que ce pouvoir n'est pas seulement le mien propre, qu'il faut partager, si on ne prend pas des précautions, de précéder les événements, les humeurs, les mécontentements, eh bien, généralement, on y passe. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Parce que vous avez des jeunes Turcs, comme on les appelle dans votre jargon journalistique, ils observent, ils disent, mais tiens, mais ce vieux-là, il est depuis 30 ans, mais il ne bouge pas, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Alors, ce moment-là, ils commencent à lever la tête et à créer des situations tout à fait nouvelles. Et on voit ça bien ça dans notre Parlement. Tous les jeunes Turcs, ils sortent la tête, même au risque même de se faire virer du parti. Donc, ça sont des phénomènes qui vont se développer
dans le mois, les années à venir. S'amplifiant. S'amplifiant, Oui. certainement, tu verras ça. Parce que les autres se disent, mais pourquoi toujours eux, pas moi? Tout le monde veut être la mangeoire. Et beaucoup plus aussi, pourquoi toujours ceux qui désignent, pourquoi pas nous, on devrait désigner? Bon, vous savez, bon, malheureusement, hein, tous les partis du monde fonctionnent comme ça. Il y a les apparatchiks qui pensent que c'est leur affaire. Hein. Bon, même la Belgique, je vais te donner un exemple. Hein. En Belgique, il y a ce qu'on appelle la tête des listes. Eh ben, la tête des listes... qui gagne pas. Ah oui, c'est toujours lui qui doit passer. Hein. Bon, comme je crois que ça fait déjà depuis longtemps, je connais un cas précis. Hein. On va les citer ici pour que les autres comprennent. Luc Beyer de Neyer, qui fut un grand journaliste, alors grand en tout, il était aussi grand détail. Hein. On fait des élections, il était des partis libéraux. On fait des élections, ce monsieur est sorti avec 120 000 voix préférentielles. Mais il ne pouvait pas prendre la place de Willy de Klerk, qui était à l'époque le président du parti. On lui a fait bien comprendre ceci, que bon, ok, ça va, on va diviser ton mandat en 2 temps. Bon, 2 ans dans le Parlement national et 2 ans dans le Parlement européen. Bon, après, il n'a plus continué. Bon, oui, mais il y a des cas concrets, oui. Parce que ce sont les partis qui décident qui doit passer. Pas vos votes. Tout se fait au niveau du parti. Hein? Donc, ce n'est pas une... Je dis ça, ce n'est pas pour encourager les autres, pour montrer que pratiquement tous les partis politiques sont généralement dans la politique. Enclin à faire ça. Ouais. Alors, des observateurs, notamment ceux de la majorité, affirment que c'est plutôt Joseph Kabila qui a laissé jouer les jeux démocratiques à fond. C'est ça, son honneur. C'est son honneur, parce qu'on le condamne toujours qu'il fait la dictature. Hein? Mais moi, je pense que le président a tiré quand même certains enseignements, hein, des élections, des dernières élections de 2011. Hein, beaucoup de ces lieutenants ont été élus avec, entre guillemets, des majorités de voix appréciables, et que leur autorité morale n'est même pas bénéficié de la moitié de leur voix. Hein, bon, je crois que maintenant, il essaye aussi de tamiser un peu pour voir si demain, on peut avoir de gens, de militants, de responsables qui soient beaucoup plus sûrs pour le parti, parce que comme je ne cesse de dire, le président ne s'est jamais présenté comme étant le président d'un tel parti. Exactement. Hein, donc, c'est l'indépendant. C'est l'indépendant. Bon, il va assurer cette indépendance. Et je crois que c'était un bon test pour qu'on voit ceux qui viennent faire des rapports mielleux, hein, si ce qu'ils disent est vrai. Et là, on constate que l'opposition, elle, a été plutôt laminée. C'est tout à fait normal. Même au Bas-Congo, où l'opposition avait le vent en poupe. Oui, mais parce que l'opposition avait le vent en poupe, parce qu'il y avait un problème. OK? Bon, maintenant, ce problème, entre guillemets, est relativement évacué. Mais le commun des mortels regarde qu'est-ce que lui, il gagne. Qu'est-ce que cela apporte. Parce qu'on a constaté que dès que certains membres d'opposition intègrent les institutions, ils ont oublié ce qu'ils ont été. On voit aujourd'hui au niveau du Parlement. Hein, je ne critique personne, mais quand on observe, bon, à part quelques prises de position qui sont beaucoup plus, à mon humble avis, des positionnements. Des positionnements, ce que moi j'appelle le théâtre politique, hein, pour montrer que tiens, l'acteur est toujours là. Mais en réalité, une fois qu'ils sont là, ils s'occupent de leurs affaires et puis c'est fini. Hein. Et ça, le peuple le sait très bien. Hein. Nous qui fréquentons un peu ces gens, on dit, mais tous et la bango. Je te dis que les élections à venir, beaucoup de gens, ceux qui vendent leurs maisons, qui ne commettent pas l'erreur de les vendre. Ils vont vendre la poussière. Alors, une dernière question. Ces élections sont porteuses d'un message. Ah oui. D'abord, premier message aux dirigeants des partis politiques, que faites attention, vous n'avez pas le monopole du pouvoir. Deuxième, la dictature des partis politiques, on n'accepte pas. On n'accepte pas. Deuxièmement, c'est que le peuple commence à comprendre, il veut se prendre en charge. Ce sont les 2 leçons que moi j'ai pu tirer pour le moment. Voilà, deuxième question, l'actualité étant abondante, je l'ai dit tout à l'heure, on va la ramasser une après une. 4 morts lors d'affrontements opposant les militaires FARDC entre eux. Erreur de commandement, dysfonctionnement ou plutôt indiscipline?
Bon, c'est difficile de donner des qualificatifs à cette situation. Bon, nous n'avons pas le maillot jaune, hein, ça se passe dans toutes les armées du monde. Hein. Il n'y a pas longtemps, dans les mêmes cas d'ailleurs d'ébriété, hein, en Afghanistan, les militaires américains se sont tirés dessus. Hein. C'était dans tous les journaux et dans toutes les télés. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ce sont des hommes. Bon, une fois qu'on perd un peu la raison, bon, on fait des bêtises, mais bon, quand on est dans l'armée, c'est un corps, il y a une hiérarchie. Bon, la hiérarchie sera obligée de réagir. Si ces deux personnes-là ne sont pas mortes, ben, elles vont passer devant le conseil pour s'expliquer. Bon, moi je pense que je n'ai pas des informations précises quand on dit qu'ils ont utilisé des armes lourdes, etc. Dans quelles circonstances? Je ne sais pas dans quel positionnement ils étaient. Est-ce qu'ils étaient au front, mais là, en face? Mais là, le commandement est catégorique. Il y a même des officiers qui sont mis à la disposition de la justice pour avoir mis en mouvement des armes lourdes sans l'autorisation du commandement. Ah ben, ils devront répondre de leur responsabilité ou de leur négligence. Mais Pierre, mais est-ce que le leur reprocher ne serait pas les punir durement parce qu'ils sont au front, ils sont sur les qui-vive, ils doivent réagir à la seconde. Ne nous mettons pas à la place de la justice. Un militaire au front, il a des instructions, des consignes qui leur sont données. Ils doivent respecter l'ordre qui vient de leur commandant. Bon, pour le moment, je ne connais pas bien le problème, alors je ne veux pas m'hasarder à donner à faire des suggestions ou à donner des avis, alors que c'est un domaine un peu très délicat. Très sensible, oui. Hein, ils sont au front, est-ce qu'ils étaient vraiment en position? Bon, tu sais, ils sont tous sur les qui-vive. Hein, donc je ne veux pas m'hasarder à donner, à porter un jugement, puisque je n'ai pas tous les éléments. Alors, le docteur Makwenge, une autre actualité, le docteur Makwenge qui s'occupe des femmes violées, a échappé de justesse à un assassinat et c'est l'Union européenne qui met un avion et qui l'évacue vers Bujumbura. Ben, Bujumbura, c'est plus sécurisant que Kinshasa pour le docteur Makwenge? Bon, je pense que c'est beaucoup plus près, hein, c'est beaucoup plus près. Mais c'est pas son pays, là il faut des formalités, des visas, alors que je ne sais le pas. docteur Makwenge pouvait être en sécurité ici à Kinshasa, pris en charge par le gouvernement de la République. Bon, peut-être que le temps qu'il aurait fallu prévoir un avion ici pour aller là-bas, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus en danger, sa vie aurait pu être plus exposée. Hein? Bon, moi je pense que ça doit être fait probablement en commun accord avec nos autorités. Hein, que bon, il y avait disposition qu'on pouvait les prendre et l'amener pour les mettre rapidement à l'abri. Hein. Maintenant, voyons la suite. Hein. Bon, je ne sais pas dans quelles circonstances, quelles étaient les conditions de l'attaque de sa résidence. Bon, ça nécessitait une réaction rapide. Hein. Je crois que là, c'était beaucoup plus facile à 15 ou 20 minutes que de faire décoller un avion ici qui prendrait au moins 1 heure à 1 heure et demie, le temps de le préparer, tout ça, ça fait 2-3 heures. Bon, on aurait pu. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis Pierre Mbemba, le fait seulement qu'on l'ait attaqué, c'est tout un symbole. Oui, mais bon, vous savez, bon, comme c'est une zone de guerre, bon, les autres ne voient pas ça de bon oeil. Alors, ils doivent essayer, et c'est leur stratégie, c'est leur tactique. Il faut créer le doute. Il faut créer un sentiment d'insécurité permanent, hein, comme on dit que bon, nos autorités ne sont pas capables de protéger. Hein, bon, comme ça, leur thèse sera bien accréditée. Sera balisée. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Hein, parce que je ne vois pas pourquoi on doit s'attaquer à ce médecin qui fait son travail de soigner. Hein, c'est ce qu'il fait. Il ne se balade pas avec des kalachnikovs. Hein, pourquoi? Mais parce qu'on veut toucher un point sensible pour que ceux qui croyaient en lui se disent ah, c'est fini, nous sommes partis, donc, comprenez? C'est ça. Donc on veut créer les doutes, l'insécurité permanente pour que elle puisse justifier, parce que maintenant il s'appelle armée révolutionnaire, non? Donc il veut apporter la révolution, donc il protège, hein? Il veut protéger entre guillemets la population, alors en écartant tous ceux qui peuvent leur apporter un secours qui est apprécié par tout le monde. Mais Pierre Mbemba, Makwenge, loin de l'hôpital de Panzi, il ne sert à rien, mais pourtant, dans cet hôpital, il servait à quelque chose. Et visiblement, lui-même, il se sent à l'étroit,
et il demanderait que la sécurité ne soit pas assurée qu'à lui, mais également à l'ensemble de la population. Il a lancé un appel en direction du gouvernement et de la communauté internationale. Oui, mais bon, je pense que ça devrait être la bonne solution. Mais soyons aussi réalistes. Il s'est trouvé dans une situation difficile. On devait d'abord résoudre cette situation. Et maintenant voir comment on peut sécuriser. Vous savez, quand on est en zone de guerre, c'est vraiment une gageure de pouvoir assurer la sécurité totale comme dans un temps normal. Hein? Là, c'est tout le temps, on ne sait pas qui entre, qui sort, c'est difficile. Je crois que c'est facile de dire, mais le faire, c'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup, ça m'a fait... J'étais choqué quand j'ai appris ça. Bon, je crois qu'on a pris la bonne décision d'abord de le mettre à l'abri. Pour lui-même d'abord. Hein, pour lui-même d'abord. Hein. Ouais, il doit se remettre psychologiquement. Oui. Il doit se poser beaucoup de questions. Il rend service et puis on lui veut pourquoi. Hein, moi, je crois que, voyons voir, il pourra peut-être rapidement reprendre son travail. Hein. Il est tellement attaché à son travail, il va reprendre. Mais qu'il se repose un peu, qu'il remette les choses en place, il va revenir. Alors, dans cette partie du pays, il y a une situation de ni guerre, ni paix, mais dans l'entretemps, la MONUSCO s'inquiète de préparatifs d'offensive de la part du M23. C'est ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Oui, mais parce qu'eux, ils ont un objectif. Ils l'ont dit, ils le répètent tous les jours à qui veut l'entendre. Pourquoi on peut penser à autre chose que la situation que la MONUSCO a relevée? Ils sont là parce qu'ils veulent prendre une région, eh bien, ils se préparent pour. Hein, il faut savoir, je vous ai dit qu'ils appliquent la stratégie de FPR, talking and fighting. Donc, ils prennent position. Si, comme on voit, ils sentent qu'il y a un refus, pour le moment catégorique, de négocier avec leur mouvement, ils essaient de faire la pression. Hein. C'est ça qu'on appelle la dissuasion. Bon, si vous ne voulez pas, bon, nous avons ceci. C'est ça la dissuasion. Pour le moment, ils n'attaquent pas. Mais ils veulent vous montrer qu'ils sont suffisamment outillés. Si jamais ils devaient attaquer, ils sont capables de le faire. Bon, quitte à nous à montrer la position contraire. C'est tout à fait normal. Et la position contraire pour nous, c'est aussi l'initiative de l'offensive devrait également venir des FARDC. On ne doit pas continuer à attendre la piste diplomatique qui, bon, ma foi, ne progresse pas comme à la vitesse souhaitée. Bon, comme toujours, comme ce sont des matières très sensibles, hein, bon, je ne connais pas le travail qu'effectue notre état-major général, le ministère de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères et la présidence. Bon, voyons voir, je crois que ce ne sont pas des irresponsables, hein, mais ils ne peuvent pas dire demain nous allons attaquer demain matin, sinon ça ne sert à rien. Hein. Je pense qu'eux aussi, de leur côté, ils prennent des dispositions pour faire face si jamais besoin se faisait sentir. Et c'est dans ces entrefaites que le président de la Chambre des représentants belge, André Flao, est venu séjourner ici en République démocratique du Congo. Il s'est même adressé à l'Assemblée nationale. C'est dire que les balais diplomatiques enclenchés par les autorités congolaises commencent à porter des fruits. Oui, mais pour moi, ces fruits sont beaucoup plus d'ordre diplomatique. C'est-à-dire, on parle, on annonce, mais ce qui nous intéresse, nous, ce sont les faits. Hein, il faut que demain, on apprenne qu'on a pris telle sanction et qui pèse pour contraindre ceux qui appuient de pouvoir reculer. Or, malheureusement, quand nous faisons une petite analyse rapidement, Kagame a été appelé avec notre président Kabila à New York. Bon, on organise par le secrétaire général une réunion entre guillemets informelle pour un peu les entendre, mais il a claqué la porte, il est parti. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que lui, il a des assurances que, comme il fait la sous-traitance, les véritables maîtres sont derrière lui, hein, lui fournissant aide matérielle, financière et tout ce que vous voulez. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse se sentir menacé, il va continuer. Hein, parce que
comme je vous l'avais expliqué l'autre jour là, le Congo, notre pays, est un pays grand en superficie, important en termes de richesse potentielle, mais pour beaucoup de puissances extérieures, nous ne pesons pas. Hein, alors que le Rwanda et l'Ouganda sont cités dans toutes les conférences, que ce sont des modèles, hein, que chez eux ça progresse, etc., etc. Donc, les gens pensent que bon, il faut peut-être soutenir cela, ils peuvent devenir demain des véritables partnerships, alors que nous sommes plus, on nous considère comme étant un lourd fardeau, qui est tellement lourd que tout le monde veut s'en débarrasser. Hein, moi, je crois que c'est là où nous devons travailler pour montrer que nous ne sommes pas un fardeau et que nous pouvons devenir des partnerships. Comment on va le faire? Comment on peut procéder? Bon, j'avais déjà expliqué lors des émissions passées. Il faut d'abord il y a 2 semaines de cela. il faut d'abord que notre diplomatie se repose sur ce qu'on appelle aujourd'hui la real politique. Hein? Nous devons choisir toute la panoplie de puissances qui se présentent devant nous, laquelle ou lesquelles nous pouvons réellement avoir des relations fondamentales, des relations profondes, des relations utiles qui peuvent demain amener ces puissances-là, quand nous sommes en danger, à pouvoir nous soutenir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement aujourd'hui, depuis longtemps, entre les États, il n'y a pas des États d'âme, ce sont les intérêts. Si un État considère qu'il n'y voit pas un intérêt immédiat, ne fait pas. Regardez maintenant les balais qu'on fait pour la Syrie. Hein? J'ai cru qu'il y avait une réunion à Paris. Bon, ils ne se sont pas mis d'accord parce que les intérêts français et les intérêts russes et chinois ne sont pas les mêmes. Chacun cherche. Hein? Les jours qu'ils vont converger, eh bien, ils trouveront une solution, comme on a fait en Libye. Hein? Quand on a dit, mais tiens, il n'y a pas de problème, vous aurez votre partie de pétrole. Bon, à ce moment-là, oui, mais c'est ça la réalité. Nous c'est la vraie réalité, en fait, que nous ignorons ici. Oui, ces gens-là, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, que sais-je encore, ou la Russie, Pologne, tout ce que vous voulez, ces gens-là, ce sont les intérêts. Là, ils savent qu'ils peuvent trouver, alors ils viennent. Mais s'il n'y a rien, tu as déjà vu des gens qui s'intéressent à aller en Papouasie, ça ne les intéresse pas. Voilà. On va vite, il y a les programmes économiques du gouvernement 2, le PEC 2, qui sort petit à petit des lornières avec la publication des contrats qui faisaient problème. Et là, plus rien n'est. Ça faisait problème pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, la GECAMIN, ne voulait pas publier ces contrats jusqu'à une certaine période. Et le Fonds monétaire international a mis la pression qu'il fallait. Mais pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas accepter ces genres de pression. Nous sommes les seuls pays au monde. Moi, je suis vraiment étonné que je suis un idiot, je ne sais pas. Hein. Nous sommes les seuls pays au monde où quand nous devons discuter des problèmes qui concernent le développement de notre pays, tout le monde doit être là. Et tout le monde donne ses avis, séance tenante. Hein? J'avais suivi à l'époque des avis qui sont considérés comme des préalables. Des préalables. J'ai suivi quand on a fait la première mouture de comment vous avez appelé ça, le contrat minier là. Hein? Le code minier. Code minier, pardon. Les gens discutaient sur les virgules, sur les mots. Madame, c'est quoi ça, ce pays? C'est ça qui montre notre faiblesse, que la Banque mondiale et FMI veulent dire, parce que vous avez suivi, vous êtes journaliste, bon, il y avait dans, je crois que c'était les First Quantum, oui. Hein, il y avait il y a une agence financière, la SFI, la SFI, la branche financière, qui avait des actions là-dedans. Alors vous savez, c'est très dangereux pour nous. Nous devons savoir quand nous signons les accords, nous devons avoir des gens qui sont préparés pour rechercher où se trouve l'intérêt de l'État congolais. Hein? Quand certaines entreprises viennent, il faut scruter pour savoir cette entreprise représente quoi, représentée par qui et pourquoi. Mais nous, on signe parce qu'on a reçu 10 000 ou 20 000 dollars. C'est ça le danger. Hein? C'est nous qui devons décider de notre politique. Est-ce que le Congo a déjà été demandé pourquoi Chrysler traite avec la Chine? Hein? Mais Pierre Mbemba, sans ces institutions, notre développement est hypothétique. Non. Moi, ce n'est pas ma thèse. Hein? Moi, je ne pense pas que nous soyons des bourricots. Hein? Mais parce que nous-mêmes, parce que tout le monde se plaint aujourd'hui, c'est nous qui avons appelé la Banque mondiale et l'FMI. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein?
Nous avions une monnaie qui s'appelait à l'époque Fonds monétaire. Hein? Au balbutiement de la République. C'est nous. Parce que nous ne croyons pas à nous-mêmes. Nous devons croire à nous-mêmes. Nous devons suivre l'exemple des pays d'Asie. Dans les pays d'Asie, ces gens-là, ils savent. Vous voyez, Myanmar. Mais ils sont en train de s'ouvrir maintenant. Mais ils savent qu'ils peuvent vivre en autarcie. Ils produisent leurs véhicules, ils ont des machineries et tout ça. Nous, on n'a rien. C'est ça notre problème. Même pas un clou. C'est pour ça que nous pensons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre. Donc nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes. Nous sommes devenus esclaves nous-mêmes. Mais moi, je crois que bon, tous ces économistes qui sont là, nous avons des grands professeurs qui sont là, d'économie et tout ça. Vraiment pour dire, nous allons prendre tel chemin pour nous développer, on a vraiment besoin de la Banque mondiale des FMI. Ils nous mettent en retard. J'ai calculé, ça fait à peu près 37 ans que nous sommes en programme avec des arrêts, tout ce que vous voulez. Mais ça nous a apporté quoi? On nous a chanté que quand nous allons atteindre le point d'achèvement, la vie deviendrait rose. Moi, je ne vois rien venir. Peut-être que vous, les journalistes, vous voyez venir. On n'a rien vu. Tout le monde se plaint. On n'a rien vu. Alors, on prend le dernier sujet. Toujours parce qu'on devrait courir derrière tous ces sujets qui s'égrènent, qui se sont égrenés pendant la semaine, et ces sujets que nous reprenons en dernier. Si tu permets, à propos des pêches 2, oui. Moi, je pense qu'il faut d'abord que le gouvernement puisse nous rendre compte de l'application totale, de la réalisation totale du pêche 1. Moi, je pense qu'on n'a pas atteint les objectifs. On n'a pas absorbé ce qu'il y avait. Si ma mémoire est bonne, on parlait de 3 milliards et demi à 4 milliards de 2011, de 2010 à 2013. Si ma mémoire est bonne, je cite ça comme ça de mémoire. Mais je n'ai rien vu venir. Bon, si cet argent est venu, j'ai cru même entendre quand certainement le gouvernement se plaignait, parce que beaucoup de Congolais ne savent pas, quand on vous dit ça, on rentre maintenant dans l'administration. On va préparer. Quand est-ce qu'on va décaisser? Pour décaisser, on vous fixe des délais. Ce qui fait que pendant un an, vous n'avez rien. Parfois même tous les mandats. Ah oui, tous les mandats. Alors moi, je veux que le gouvernement nous dise qu'est-ce qui a été fait pendant pêche 1 pour que nous sachions comment préparer les pêches 2. Voilà, il y a cette affaire des mafias. Moi, je n'ai pas d'autre mot qui se déroule par rapport à la licence 3G. Il y a un problème. Des télécommunications, il y a un sujet libanais. Toujours avec sa société NBC. Qui se réclame propriétaire de ces licences attribuées aux opérateurs cellulaires de la République démocratique du Congo. Et l'affaire pris au tribunal du commerce, les sujets libanais avaient raison. Il y a un jugement en sa faveur, Pierre Mbemba. Un jugement en sa faveur? Absolument. Mais l'État peut toujours interjeter appel, non? Et l'avocat de l'État a plaidé plutôt en faveur de l'adversaire de l'État. Oui, mais tu sais, ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de sociétés nationales qui ont été condamnées parce qu'il y a la magouille. Bon, mais ce monsieur-là, ce sujet, le NBC, là, c'est situé où? Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il fait quoi avec la télédistribution? Oui. C'est où on ne sait pas, personne ne le sait. Mais il distribue quoi et où? Non, mais ça, l'État a le pouvoir de pouvoir passer outre. Parce que je crois que quand on donne... on va crier non, le climat des affaires. Non. Le climat des affaires, c'est... Et là, il y a un jugement. D'accord. Non, mais un jugement, s'il est faux, s'il est mal jugé, on peut le reprendre. Il suffit de prendre des bons avocats. Parce que j'ai cru comprendre que ce monsieur n'a jamais rien fait. Il aurait payé quelque chose comme 14 000. 14 000 dollars. Oui. Dans quel pays avez-vous, même dans la forêt équatoriale, on ne peut pas vous donner une fréquence à 14 000 dollars. À moins que... 14 000 dollars. On voulait parler de 14 millions de dollars. Non, absolument. 14 000, Pierre Mbemba. Non, alors là, celui qui 10 000 plus 4 000. Celui qui a signé ce contrat doit être traduit devant la justice. Merci, Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Kosila lokola nyama e mawa e
bakomi na ntango ya pasi tokozala nini